Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale consacré aujourd'hui au thème de la population française. S'il y a bien un chiffre à retenir de ce chapitre, c'est celui-là. Nous sommes maintenant près de 67 millions de Français au 1er janvier 2017. Passons désormais au sommaire. Dans une première partie, nous allons parler de la démographie française et de comment elle a évolué au cours des dernières décennies. Dans une deuxième partie, nous ferons un petit topo sur l'histoire de l'immigration. Dans la troisième partie, nous parlerons de la famille française et de comment elle a évolué au cours des 2 derniers siècles. Et enfin, nous ferons un focus sur ce qu'est la famille française au XXIe siècle. Commençons par la première partie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France a connu sa transition démographique très jeune, avec une baisse de sa natalité dès la moitié du XVIIIe siècle. La transition démographique, c'est le passage d'un régime démographique ancien à un régime démographique moderne. Vous pouvez voir avec le schéma à droite à quoi ressemble un régime démographique ancien. Il se traduit par une forte natalité et une forte natalité. À l'inverse, après la transition démographique et le passage à un régime démographique moderne, on voit une faible mortalité et une faible natalité. Mais pourquoi la natalité a baissé dans le temps? Tout d'abord, la mortalité infantile a diminué, ce qui va inciter les couples à limiter le nombre d'enfants et qui vont devenir ainsi l'objet d'investissements affectifs. Un autre aspect important à connaître, c'est la promulgation du Code civil qui va supprimer le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse conférait à l'aîné de la famille l'ensemble de l'héritage des parents. À partir du moment où ce droit est supprimé, pour éviter de partager l'héritage entre plusieurs enfants, les parents vont donc choisir d'en faire moins. Aujourd'hui, concernant la natalité, elle est stable en France depuis la fin du baby-boom et elle oscille autour de 800 000 naissances par an. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'âge de la maternité est en hausse et se situe en moyenne à 30 ans en 2014. Il faut aussi savoir que la France est le seul pays d'Europe à avoir une fécondité stable et élevée depuis 2006. Le vieillissement est une tendance de fond de la population française. Il se mesure par l'augmentation du poids de la population âgée dans la population totale. Et il est surtout dû à 3 facteurs qui sont l'allongement de la durée de vie, la diminution de la mortalité et la diminution de la natalité. Les 2 guerres ont eu un impact non négligeable sur la démographie française, puisqu'ils ont provoqué une rupture dans le cycle des naissances, ce qu'on a appelé les classes creuses. Vous le voyez sur le schéma ici. On a une chute de la population. Quelles sont les raisons de l'allongement de l'espérance de vie? L'allongement de l'espérance de vie est dû aux progrès médicaux, au développement économique et aux changements socio-culturels. Des progrès considérables ont été faits en médecine et notamment sur la notion d'hygiène avec les découvertes de Pasteur. La découverte aussi de vaccins, de sérums, de médicaments ou encore de thérapies ont conduit à un meilleur encadrement sanitaire de la population. Un autre aspect à prendre en compte sur l'allongement de l'espérance de vie, c'est la création de la sécurité sociale en 1945 qui permet l'accès aux soins à tous. Un aspect que vous pouvez aborder dans vos copies, c'est la différence entre l'allongement de l'espérance de vie et l'augmentation de la qualité de vie. Puisqu'en effet, l'allongement de la vie accroît le risque de maladies neurodégénératives et par conséquent accroît le risque de dépendance. Il faut aussi savoir que nous ne sommes pas tous égaux devant l'espérance de vie. La plus grande différence se fait entre les hommes et les femmes. Puisqu'en effet, en 2014, l'espérance de vie pour une femme était de 85,5 ans contre 79,3 ans pour les hommes. Il faut aussi savoir que l'espérance de vie diffère selon les milieux sociaux. Si l'espérance de vie a augmenté dans toutes les catégories sociales, aujourd'hui encore, les ouvriers vivent toujours moins longtemps que les cadres. Maintenant, nous commençons notre deuxième partie consacrée à l'histoire de l'immigration. Commençons par définir ce qu'est l'immigration. C'est un phénomène désignant des mouvements de population d'un territoire vers un autre. On peut cependant considérer que près d'un cinquième de la population de nationalité française résidant en France
est issue de l'immigration depuis un siècle. La France a connu 3 grandes vagues d'immigration dans son histoire. La première a lieu du 19e siècle au début du 20e siècle. C'est une immigration des pays limitrophes. C'est aussi une immigration économique, en lien avec les besoins de main-d'œuvre et qui est perçue comme une solution à la baisse de la natalité en France. La deuxième vague est liée à la Première Guerre mondiale. La France répond ainsi à des besoins en soldats et en main-d'œuvre, favorisant la venue d'étrangers et de coloniaux, venant notamment du Sénégal et d'Indochine. La troisième grande vague a lieu dans les années 50. En effet, pendant les 30 Glorieuses, le modèle tayloriste et la division du travail font appel à une main-d'œuvre peu ou pas qualifiée étrangère. La politique immigratoire française a considérablement changé après mai 68. En effet, à partir de ce moment-là, les autorités vont commencer à freiner l'immigration. Valéry Giscard d'Estaing, alors président, décide même de suspendre l'immigration en France car il y a moins en moins besoin de main-d'œuvre et la génération du baby-boom arrive alors sur le marché du travail. En 1986, la politique migratoire devient même beaucoup plus restrictive, avec l'instauration de visas obligatoires pour les étrangers hors communauté européenne et l'instauration de mesures facilitant les expulsions. Les lois de 2003 à 2006 visent, elles, à lutter contre l'immigration clandestine. De plus en plus, on va vers une immigration choisie. Maintenant, nous arrivons à la troisième partie consacrée à la famille française. Qu'est-ce qu'une famille? La famille, c'est la première instance de socialisation en France. C'est par elle que nous intégrons nos premières normes et valeurs. C'est un pilier forcément de la construction d'un individu, car elle est notre premier point de repère. On appelle la famille nucléaire la famille qui est composée d'un couple et de leurs enfants célibataires. La famille souche, c'est celle qui est composée des parents, des enfants et des grands-parents. La famille élargie ou communautaire comprend les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins et les cousines. Une grosse erreur qui est faite par les candidats, c'est celle de confondre la notion de famille et celle de ménage. Un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient forcément unies par des liens de parenté. Procédons maintenant à l'étude de quelques théories sur la notion de famille. Étudions notamment celle de Émile Durkheim, le fameux sociologue. Selon lui, la famille se construit sur les liens du mariage et repose sur l'autorité du père quand la mère s'occupe des tâches domestiques et assume la maternité. Selon lui, la famille devient de plus en plus une entité indépendante des autres groupes, mais elle dépend en même temps de plus en plus des institutions et de l'État. Que représente la famille selon Talcott Parsons? Il note que de plus en plus, les enfants ne vivent plus toute leur vie avec leurs parents et s'émancipent pour recréer un nouveau cercle familial. Selon lui, on observe le déclin de la solidarité intergénérationnelle. Enfin, que représente une famille selon l'INSEE? Selon l'INSEE, une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins 2 personnes et constituée soit d'un couple, marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfants appartenant au même ménage, soit d'un adulte avec son ou ses enfants appartenant au même ménage. De plus en plus de sociologues et d'analystes mettent en avant l'existence d'une crise de la famille. Cette crise est d'abord liée à l'évolution du statut et de la place de la femme. En effet, les femmes sont de plus en plus autonomes. Par exemple, depuis 1965, elles peuvent exercer une activité sans l'accord de leur mari. On note aussi une augmentation du taux de scolarisation. L'allongement du temps des études participe au recul de l'âge du mariage et de la naissance des premiers enfants. On note aussi un recul de la religion. En 1972, 87% des Français se disaient catholiques contre 64% aujourd'hui. La pratique religieuse s'est effondrée. À l'heure actuelle, moins de 5% des Français vont à la messe. Tout cela participe à une crise de la famille. Ce qui participe aussi à la crise de la famille, c'est les évolutions des unions. Première évolution marquante, l'augmentation du divorce. Commençons par un petit rappel historique du divorce. Il est autorisé depuis la loi du 20 septembre 1792. En 1795, le Code civil limite considérablement ces possibilités de divorce,
qui est finalement même aboli en 1816. Il faudra attendre 1884 et la loi Naquet pour qu'il soit de nouveau autorisé. Au XXe siècle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, la courbe des divorces va considérablement augmenter, tandis que, à l'inverse, celle des mariages va diminuer. Par exemple, en France, on passe de 30 000 divorces en 1963 à près de 100 000 en 1984. Autre évolution marquante, l'arrivée de nouveaux modes d'union. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la baisse du nombre de mariages ne signifie pas la fin des couples. En effet, de plus en plus de personnes choisissent de vivre en concubinage ou en union libre. On note aussi l'apparition du PACS, qui est un contrat d'aide mutuelle entre deux adultes, quel que soit leur sexe et leur nature de lien. Il est autorisé par le tribunal d'instance. Il faut savoir qu'en 2013, près de 97% des PACS sont conclus par des couples hétérosexuels. Finissons notre cours par la quatrième partie qui est consacrée à la famille au XXIe siècle. Qu'est-ce qui caractérise la famille aujourd'hui? Elle est recomposée. En effet, selon l'INSEE, en 2011, 1,5 million d'enfants de moins de 18 ans vivent dans 720 000 familles recomposées. Selon l'INSEE, les familles recomposées sont à géométrie variable. Dans les 2 tiers des cas, les enfants vivent avec l'un de leurs parents et un beau-parent. Le couple s'est séparé puis recomposé. La moitié des enfants des familles recomposées vivent avec leur mère et son nouveau conjoint et 14% avec leur père et sa conjointe. Autre tendance de fond de la famille au XXIe siècle, la montée du nombre de familles monoparentales comme le montre le graphique à droite. On note une évolution sensible de la monoparentalité en France. Elle est passée de 8,2 à 20,8% entre 1975 et 2011. L'INSEE constate en 2011 que 2 familles sur 10 sont aujourd'hui monoparentales. La monoparentalité concerne en majorité des femmes, surtout les moins diplômées. C'est le cas surtout après une rupture et le niveau de vie des femmes alors chute en moyenne de près de 20%. Il faut donc savoir que la monoparentalité constitue l'une des premières causes de pauvreté en France. Troisième et dernière tendance de fond de la famille au XXIe siècle, l'arrivée de la famille homoparentale. En effet, le 23 avril 2013, l'Assemblée nationale vote la loi Taubira relative au mariage pour tous. Cette loi va autoriser 2 personnes de même sexe à se marier et surtout à adopter. Ainsi, on définit l'homoparentalité comme le lien de droit ou de fait qui lie un ou des enfants à un ou 2 parents homosexuels. Il faut cependant noter que l'homoparentalité est une notion récente, et l'INED estime qu'il est difficile de quantifier ce phénomène faute d'instruments adaptés. Merci d'avoir suivi ce cours de culture générale consacré à la population française. Comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques sur ce cours, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre plateforme via le chat. À bientôt sur Prep Academy.